Un premier trimestre de grosses prises pour les douaniers du centre-est, 17 kg d'or, 737 kg de chanvre indien et plus inquiétant encore, une importante quantité de faux vaccins contre la méningite. Des saisies impressionnantes, la preuve que la région est une plaque tournante de trafic de tout genre. Images et commentaires dans un instant. Le blanchiment d'argent, une notion qui défraie la chronique ces derniers temps, surtout depuis les soupçons de blanchiment révélés par le gouvernement. Il porte sur plus de 86 milliards de francs CFA et concerne la période de la transition. Petite explication de concept dans un instant. Moins de coupures d'électricité en cette période de pointe qui commence. C'est une promesse du gouvernement. De puissants groupes électrogènes ont été loués à une société américaine à près de 24 milliards de francs CFA pour renforcer l'offre. Il devrait arriver au plus tard fin avril. En attendant, le ministre de l'Énergie et celui de la Communication inspectent leur site d'installation. Salah Abdeslam refuse son extradition vers la France. Le présumé cerveau des attentats de Paris a été arrêté hier à Bruxelles après plus de 4 mois de traque, blessé à une jambe. C'est aujourd'hui qu'il a été interrogé par les enquêteurs et selon son avocat, il refuse d'être extradé en France. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Burkina Faso, solidaire du peuple ivoirien, au lendemain de l'attaque de Grand Bassam, les ministres Simon Compaoré et Rita Solange Bogoré sont allés apporter un message de soutien et de compassion aux autorités ivoiriennes. La délégation gouvernementale burkinabé s'est rendue sur les lieux de l'attaque où elle a déposé une gerbe de fleurs en hommage aux disparus. Draman Guéné. Simon Compaoré et Rita Solange Bogoré sur la plage de l'Hôtel du Sud à Grand Bassam. Une plage qui pleure encore ses 19 victimes lâchement tuées dans l'attentat du 13 mars dernier. La délégation burkinabé y est venue déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de ces disparus. Dans le livre de condoléances de l'hôtel, les ministres burkinabés peuvent écrire: à la population de Grand Bassam, le président Roch Marc Christian Kaboré, son gouvernement et tout le peuple burkinabé vous disent Yako. Le terrorisme, la barbarie ne passeront pas. Que toutes les victimes dorment en paix. Et à Simon Compaoré d'apporter la compassion du peuple burkinabé aux familles de victimes et aux travailleurs de l'hôtel. Nous ressentons, comme c'était hier, cette douleur que vous ressentez et nous partageons avec vous cette tristesse-là parce qu'il y a eu mort d'hommes. Des gens innocents qui ne demandaient qu'à vivre et voilà que des terroristes sont venus leur arracher cette précieuse vie-là. On ne peut que compatir. Sur le lieu du drame, la présence des forces de l'ordre est encore remarquable. Elles ont délimité la zone de crise. Personne ne peut s'approcher de ce drapeau, car à sa place, il était déterré une mine. La délégation burkinabé s'est également rendue au chevet des blessés au CHU de Cocody et de Trècheville. Parmi eux, 3 burkinabés dont la vie est aujourd'hui hors de danger, selon le service médical. Reportage toujours de Draman Guéné. Il y a 3 blessés burkinabés parmi les victimes de l'attentat de Grand Bassam qui suivent encore des soins. Issa Ninkema au centre hospitalier universitaire de Cocody et Juliette Drabo et son enfant de 18 mois au centre hospitalier universitaire de Trècheville. 4 jours après le drame, Juliette se rappelle encore de sa mésaventure. On était allé se distraire avec les enfants. Bon, comme mon mari m'avait dit de dévancer qu'il allait venir après. Donc, à peine on arrivait, j'ai essayé de déshabiller les enfants. Bon, il m'a appelé pour me demander si on s'est installé. J'ai dit oui, on s'est installé, on a eu la place. Bon, il m'a dit que bon, qu'il arrive. Donc, c'est dans ce temps maintenant, j'ai dit bon, on n'a qu'à s'asseoir, on va essayer de manger un peu avant d'aller s'amuser. Et c'est dans ça qu'on a attendu les coups de feu. Donc, j'ai essayé de rassembler mes enfants. Donc, comme les gens fuyaient, donc les 3 autres se sont échappés. Donc, j'ai essayé de me couvrir sur lui là. Maintenant, la balle m'a traversé et puis bon, ça a traversé mon enfant. Donc, il y avait des palmiers qui étaient là, j'étais obligé d'écarter et puis sortir par là. La délégation conduite par le ministre d'État Simon Compaoré a rendu visite à tous les blessés encore hospitalisés à Cocody et à Trècheville. À la fin de la visite, c'est la mobilisation du personnel soignant qui retient l'attention. Je profite de l'occasion pour saluer le corps médical pour sa mobilisation. Il est encore là, au chevet des malades. Et avec cette dynamique-là, nous sommes sûrs que ces blessés
vont recouvrir très rapidement la santé. De sources médicales, toutes les victimes sont prises en charge et actuellement aucune vie n'est en danger. Les services de douane du centre-Est exhibent leur prise pour le premier trimestre de l'année. Le bilan est exceptionnel, près de 17 kg d'or d'une valeur de près de 400 millions de francs CFA, 737 kg de chanvre indien et encore plus inquiétant, une importante quantité de faux vaccins contre la méningite. La preuve, si besoin en était, que la région est une plaque tournante de trafic de tout genre. Jean-Eudes Bayala, Aboubakar Sayon. Sous l'œil vigilant du directeur régional des douanes du Centre-Est, d'un huissier et des agents de la Brigade nationale antifraude, les paquets contenant l'or sont déchirés. Les lingots sont comptés et pesés. Poids total des 4 paquets saisis, environ 17 kg. Valeur estimée, 391 millions de francs CFA. Le magot était camouflé dans la portière de ces véhicules et devait frauduleusement quitter le territoire. Pendant l'immobilisation du véhicule, les occupants se sont échappés. Ils se sont échappés, donc on a conduit le véhicule à la brigade et on a découvert 4 colis contenant des lingots d'or. En plus de l'or, les agents de la brigade mobile des douanes de Tinkodogo ont saisi des faux vaccins contre la méningite. Le 12 mars, lors d'un contrôle routier à Coupéla. Ils ont fait une fouille du car qui leur a permis de découvrir un colis qui était à l'intérieur sous les sièges. Et en inspectant le colis, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de vaccins. Et nous avons décidé de conduire le car à Tinkoro pour des fouilles plus poussées. Et ça nous a permis de découvrir sur le toit du car un autre colis contenant des vaccins. Ça fait 1612. Selon les services de santé, ces vaccins sont dangereux pour la santé car ils ne sont pas homologués par l'OMS et n'ont pas suivi le circuit de froid qui exige qu'ils soient conservés entre 2 et 8 degrés. On ne sait pas exactement la composition, quelle est l'origine, quelle est l'usine qui a fabriqué ça. Est-ce que cette usine-là possède une assurance qualité ou une approbation de l'OMS? Il n'y a pas ça. Donc, vraiment, c'est un danger. D'autres produits pharmaceutiques d'origine douteuse, comme cette tisane contre l'hépatite B, ont été découverts dans le même car. De la drogue a également été saisie, cette fois-ci par les agents du bureau des douanes de Zabri. La quantité est importante, 737 kg. Les 22 sacs de chanvre indien estimés à 73 millions de francs CFA ont été découverts à Bogoré, localité située à la frontière avec le Ghana. La perquisition du domicile a été faite le 8 mars en collaboration avec la police des Abris. Suite à un renseignement digne de foi, nos éléments ont effectué un déplacement sur les lieux. À l'issue des fouilles maintenant, qu'ils ont trouvé dans une des cases les 737 kg de chanvre indien. Et après la saisie, on a fait des pieds et des mains pour mettre la main sur le présumé délinquant, mais il se trouvait qu'il était en déplacement. Selon le directeur régional des douanes du Centre-Est, ces services pourraient mieux faire si les populations collaborent et cessent de se ranger du côté des fraudeurs. C'est la première fois que quand même une telle quantité soit saisie en une seule fois. Je me souviens que durant l'année 2015, pour toute la région, on a pu saisir que environ 1 tonne 410 kg de chanvre indien. C'est pour nous l'occasion de saluer cette performance, de les encourager et de sensibiliser la population. En 2015, la direction régionale des douanes du Centre-Est a mobilisé plus de 4 777 millions de francs CFA au profit du budget de l'État. Elle compte sur la collaboration des populations pour protéger davantage l'économie nationale et la santé des populations.
L'annonce a fait sensation à l'issue du Conseil des ministres du 9 mars dernier, un soupçon de blanchiment d'argent sous le régime de la transition portant sur 86 milliards de francs CFA, le résultat d'un rapport d'enquête réalisé par la cellule nationale de traitement des informations financières. Alors, question, que signifie exactement cette notion de blanchiment d'argent? La réponse dans ce reportage de Paul David Bambara et Mounira Kéré. À l'origine était la prohibition dans une Amérique où la vente de l'alcool était interdite. La mafia new-yorkaise qui contrôlait la vente et le trafic illicite d'alcool rachète des blanchisseries par le truchement desquelles elle déclare toute la masse d'argent générée par le crime organisé. L'argent sale est dilué dans les recettes des laveries et en sort ainsi blanchi. Si l'expression blanchiment d'argent tire son origine de ce procédé mafieux des années 20, aujourd'hui, le phénomène revêt des formes variées et touche à de larges secteurs de l'économie mondiale. Au Burkina, plusieurs mécanismes sont utilisés pour blanchir l'argent sale. Pour ce qui est du cas particulier du Burkina Faso, les secteurs concernés par le blanchiment d'argent arrivent en premier lieu l'immobilier qui vient en premier lieu. Ensuite, nous avons les sociétés fictives. Après, nous pouvons compter les comptes bancaires, les comptes de mineurs, les comptes dormants et les comptes même souvent à l'étranger. Les sommes provenant de la fraude fiscale et les casinos sont également, selon lui, des cadres propices pour masquer l'origine frauduleuse de l'argent. Cependant, depuis 2006, il existe au Burkina une loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il faut dire que l'infraction de blanchiment est une infraction assez assimilable à une infraction qui existe déjà dans notre code pénal, notamment le recel. Mais le législateur a cru bon de réprimer cette infraction par une loi particulière au regard de son impact sur le développement économique et sur le domaine sécuritaire. Il faut dire que c'est la loi 26/2006 du 28 mai 2006, je crois, qui réprime l'infraction de blanchiment de capitaux. Il faut dire que les auteurs complices de cette infraction encourent un emprisonnement de 3 à 7 ans. Outre une amende qui ne peut être que le triple des sommes qui ont été blanchies ou dont on a tenté de procéder au blanchiment. Dans l'affaire de soupçon de blanchiment de 86 milliards de francs CFA au Burkina, rendu public le 9 mars par le Conseil des ministres, une vingtaine de rapports d'enquête financière ont été soumis au procureur général par la CNTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières, en vue de poursuites judiciaires. Les élections municipales, c'est pour le 22 mai prochain et parmi les changements notables, on note l'augmentation du nombre de conseillers dans certaines communes. Nous avons voulu comprendre quels sont les critères qui ont déterminé cette augmentation. Explication Adama Guiti et Pascal Canet. Les élections municipales prochaines, 6 communes des provinces des Balé, du Boulkemde, du Oué et du Yoba verront le nombre de leurs conseillers municipaux augmenter. Et ce que révèle un communiqué de la Commission électorale nationale indépendante à l'endroit des partis politiques et regroupements de partis politiques. Mais en fait, la décision a été prise par le ministère en charge de l'administration territoriale. La loi électorale prévoit au moins 20 conseillers par commune. La répartition se fait sur la base de 3 conseillers par secteur pour les communes urbaines et de 2 conseillers pour chaque village pour les communes rurales. La décision d'augmenter le nombre de conseillers dans ces communes répond donc à des critères bien définis. Si, dans une période considérée, une commune, un secteur par exemple d'une commune qui avait élu auparavant 2 conseillers municipaux et qui voit par suite sa population augmenter, peut se retrouver avec un conseiller supplémentaire. Donc le nombre peut passer de 2 à 3 en fonction de l'augmentation de la population. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation est que, comme vous le savez, la circonscription administrative pour les conseillers municipaux, c'est le village ou le secteur de la commune. Et donc, le nombre de villages ou le nombre de secteurs influence donc nécessairement le nombre de conseillers municipaux. Si dans l'intervalle, une commune a vu créer en son sein 2 villages ou 3 villages ou 1 village, il va sans dire que le nombre de conseillers municipaux va par ricochet augmenter subséquemment. Donc c'est ce qui explique l'augmentation ou au contraire la baisse. Ça veut dire aussi que si dans la période considérée,
des villages ont été supprimés, le nombre de conseillers baissera. L'augmentation du nombre de conseillers n'est pas la résultante d'une démarche populaire ou d'une quelconque revendication. Elle se fait sur la base de données scientifiques. Avec ces trois entités, MATEDECI, CENI et INSD, on travaille ensemble pour aboutir à une photographie uniforme. En termes de population, c'est l'INSD qui va nous fournir les statistiques. En termes de circonscription administrative, le fichier village que nous détenons est croisé avec le fichier des circonscriptions administratives que détient la CENI. Donc cela se fait véritablement en synergie avec l'ensemble des acteurs, mais aussi en toute transparence. Mais attention, l'augmentation du nombre d'habitants dans une commune n'entraîne pas forcément une augmentation du nombre de ses conseillers. Car il y a aussi un principe juridique de résidence qui est pris en compte. Et dans ces cas précis, c'est le lieu de travail qui est considéré comme le lieu de résidence et non le domicile. C'est pourquoi les communes proches des grandes villes sont souvent défavorisées. Autre élection en vue, les élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat. Après moult péripéties, le scrutin est prévu pour le 17 avril prochain. Le comité d'organisation a rencontré la presse jeudi dernier pour faire le point du processus. Paul David Bambara, Ernest Kambiré. Le dimanche 17 avril 2016 auront lieu sur toute l'étendue du territoire national les deuxièmes élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso pour un mandat de 5 ans. Couronnement d'un long processus déclenché depuis août 2015, ces élections interviennent pour renouveler les membres de l'Assemblée générale consulaire et les instances dirigeantes de l'institution. Face à la presse, la commission d'organisation de ces élections fait le point ici du processus en cours. Le processus de recensement électoral lancé depuis septembre 2015 nous a permis d'avoir au total 13 810 inscrits sur les listes électorales. Mais après examen des dossiers et des recours, 12 554 ont été validés et 1256 ont été rejetés. Pour les OPA, nous avons enregistré 111 dossiers et seulement 33 ont été validés. La suite du processus prévoit à ce jour, dans un premier temps, des campagnes d'information à l'attention des candidats et une sensibilisation du corps électoral sur les opérations de vote. À cet effet, des équipes vont sillonner à partir du 20 mars prochain l'ensemble des 45 provinces pour apporter des informations sur les conditions à remplir pour être candidat individuel et OPA et aussi expliquer aux artisans comment voter. La Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina Faso est une institution publique professionnelle créée pour affirmer la volonté du gouvernement à apporter des réponses adéquates aux problèmes du secteur de l'artisanat, renforcer et valoriser l'identité des métiers de l'artisanat et organiser au mieux le secteur. Je vous le disais en titre, de puissants groupes électrogènes pour atténuer le déficit d'électricité pendant la période de pointe qui commence. C'était une promesse du gouvernement pour soulager les populations des délestages. Les machines ont été louées à une société américaine pour 5 mois et devraient arriver au plus tard fin avril. Le ministre de l'Énergie et celui de la Communication étaient hier sur le terrain à Kostodo pour inspecter le site d'installation. Mokhtar Ouedraogo, Oumoussissé. C'est ici que les machines de 55 MW seront installées pour renforcer la production électrique de la centrale de la Sonabel de Kosodo. Des machines qui devront arriver dans moins d'un mois, selon le ministre en charge de l'énergie, qui en compagnie de son collègue de la communication, sont allés inspecter les lieux de l'installation. La période de pointe, c'est avril-mai et peut-être même une partie de juin. Voilà, donc on sait que on a un dégagement de 50 MW depuis la Côte d'Ivoire. On sait également qu'on a fait des réserves de fuel. Et on s'est dit que si on a les 55 MW, en attendant d'avoir donc les 110, l'un dans l'autre, ça peut permettre donc d'atténuer et de juguler donc le déficit. L'ambition du ministre, c'est de réduire au mieux cette situation-là pour que le stress électrique que l'on connaît là soit réduit à sa plus simple impression. Parce qu'on va ressentir également cette situation. Mais pour le reste, je pense que le ministre et l'équipe de la Sonabel font cet effort-là pour que ce soit vraiment limité au plus. Ces groupes sont loués auprès de la société américaine APR Energy et vont coûter à l'État burkinabé environ 24 milliards de francs CFA.
La location a une durée de 5 mois et concerne les mois d'avril, mai, juin, octobre et novembre. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina sensibilise ses membres sur la sécurité routière. La campagne devrait s'étaler sur toute l'année. Des tournées de sensibilisation sont prévues aux frontières et dans les gares routières. Objectif, réduire le nombre d'accidents sur les routes du Burkina. Le lancement a eu lieu hier à Bobo-Dioulasso. Martin Zerbo, Sanouha Christine Koulibaly. Loin des axes routiers nationaux et internationaux, ces chauffeurs routiers échouent là leur partition dans la promotion de la sécurité routière. Et au cours de cette campagne, nous avons prévu de faire des tournées dans toutes les différentes frontières du Burkina Faso et pour vraiment aller les rappeler davantage et que toute personne est un agent de sécurité. Et une fois quand tu constates quelque chose de suspect, vous prévenez automatiquement les autorités pour que nous puissions vraiment être vraiment en sécurité dans ces pays. Entre l'amélioration de la sécurité et la professionnalisation des acteurs, l'avantage de cette campagne de sensibilisation est double. Elle vient appuyer l'action gouvernementale. Éradier carrément tout le système de transporteurs au niveau du Burkina Faso. C'est un acte en tout cas que nous saluons à notre juste valeur, parce que la sécurité routière est au devant de l'action gouvernementale. Cette campagne de sensibilisation, deuxième du genre, s'étendra sur toute l'année 2016 avec pour thème divulgation, appropriation et respect des textes de sécurité routière, le défi de la synergie d'action promotrice d'une citoyenneté responsable. De l'eau potable pour tous, le défi demeure au Burkina. À quelques jours de la commémoration de la Journée mondiale de l'eau ce 22 mars, le Japon apporte une touche supplémentaire pour la réalisation de cet objectif. Au Burkina, après la commune de Pi-Baoré, ce sont 3 villages de la province du BAM qui reçoivent gracieusement des forages. Pawadrogo, Jean Zongo, Bouma Ernest Nevier. Les populations de Tamponga, Bulunga et de Momene dans la province du BAM peuvent se réjouir. Par cette signature du contrat de don, l'ambassade du Japon met à la disposition de chacun de ces 3 villages un forage. Un geste qui devra contribuer à résoudre le manque d'eau potable dans ces localités. Les habitants de la province de BAM sont obligés de parcourir plusieurs kilomètres pour chercher de l'eau de qualité, de puiser de l'eau dans des mares. Je crois que cette situation est vraiment pénible. C'est la raison pour laquelle le Japon a décidé de financer le projet d'aujourd'hui. Un don rendu possible grâce à l'Association des jeunes pour la protection de l'environnement et de l'élevage du BAM qui a fait le plaidoyer auprès de l'ambassade du Japon. Ce qui m'anime, c'est surtout la joie, parce qu'à travers ce don, des populations, surtout les femmes et les enfants, vont en tout cas être épanouies par l'accès maintenant de l'eau potable dans leur village. Ce geste d'une valeur d'environ 21 millions de francs CFA vient s'ajouter à d'autres réalisations déjà existantes du Japon dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable des populations burkinabées. Ainsi, depuis 1992, ce sont plus de 1100 forages qui ont été réalisés par le Japon au Burkina Faso. L'eau au centre d'un festival. L'événement se passe à Toussiana. C'est la toute première édition. Le festival d'art social sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le but des organisateurs, prêcher la gestion rationnelle de la ressource eau. Lamine Karantao, Kadou Romen Ki. A priori, une simple réjouissance populaire. Mais dans le fond, c'est un festival fédérateur des populations autour des bonnes pratiques en matière de gestion des ressources en eau. Nous sommes à la première édition du FASEA, le festival d'art social sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Un festival qui a pour ambition de mettre à la disposition des populations de l'eau en quantité et en qualité. Dans le viseur du FASEA, 3 aspects à ne pas négliger. Le volet technique, eau,
dont l'objectif est de pouvoir mettre à disposition des populations les ressources en eau. Le volet art social, dont l'objectif est en quelque sorte de faire un travail de base qui permette un changement positif de comportement. Et le volet microfinance, dont l'objectif est de renforcer les capacités financières des populations pour leur donner la possibilité d'engager des actions en fait, de développement. L'enjeu pour nous, c'est comment sauvegarder encore le peu de sources qui est là et comment protéger la ressource de surface comme souterraine. Pour ce faire, parades, musique et kermesses sont mises à profit pour amener les populations à abandonner leurs anciennes habitudes en matière d'eau. Parfois, les eaux sont polluées du fait de l'action de l'homme. Quand on prend par exemple l'utilisation des pesticides, d'un certain nombre de pratiques parfois socioculturelles dans certains milieux. Et parfois on peut avoir de l'eau potable et le transport de l'eau de la source jusqu'au lieu de consommation à domicile peut être en fait une source de pollution. Ce festival se tient en prélude à la Journée mondiale de l'eau qui aura lieu le 22 mars prochain sous le signe eau et emploi. La culture sang qui s'expose dans toute sa splendeur. C'était aujourd'hui même à la Maison du Peuple de Ouagadougou des sonorités, des pas de danse et des spécialités culinaires typiques du Samo à découvrir. C'est une initiative des femmes du Nayala. Reportage, Pawadrogo, Jean Zongo et Kadi Sanogo. La culture sang était à l'honneur ce samedi matin à la Maison du Peuple de Ouagadougou et pour cause. Nous assistons à la journée culturelle initiée par l'Association des femmes pour le développement de la province du Nayala et au 10e anniversaire de l'association. L'objectif visé par cette journée est de faire la promotion de la culture du Nayala à travers des danses, des chansons traditionnelles, des flûtes, des masques et des activités socio-culturelles. Personne d'autre ne va promouvoir la culture là pour nous. Alors, l'autre message, c'est de demander aux autres populations qui sont autour de nous. Le Burkina Faso, il est un. Alors, cette promotion, la culture, c'est également la promotion de la culture du pays, c'est-à-dire du Burkina Faso. Alors, je vais demander à la population que ce soir, nous allons vivre des prestations d'artistes locaux venus du pays sans, mais aussi des artistes modernes que nous avons pu contacter ça et là, à Ouaga et dans d'autres villes. Le patron de la cérémonie est venu encourager les femmes pour leur combativité et leur souhaiter un joyeux anniversaire. Je voudrais d'abord remercier les femmes de l'Association des femmes pour le développement du Nayala, AFDN, pour cette initiative de célébrer les 10 ans de l'existence de leur association, de faire donc cet halte bilan et faire le point de ce qui a été fait et envisager les perspectives. À travers cette activité, l'Association des femmes pour le développement de la province du Nayala contribue à renforcer la cohésion sociale qui est le gage et la condition nécessaire au développement de la localité. Hors de chez nous, à présent, Salah Abdeslam refuse son extradition vers la France. Le présumé cerveau des attentats de Paris a été arrêté hier à Molenbeek, un quartier de la capitale belge, après plus de 4 mois de traque. Le terroriste blessé à une jambe a passé la nuit à l'hôpital. Il a été interrogé ce matin par les enquêteurs. La procédure d'extradition pourrait prendre des semaines, mais d'autres formules existent pour accélérer sa remise à la justice française. Salah Abdeslam devant la justice au lendemain de son arrestation. Après son départ ce matin de l'hôpital, le suspect des attentats de Paris a été présenté à un juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt. Un peu plus tôt dans la matinée, Salah Abdeslam avait été interrogé par les enquêteurs. Salah Abdeslam devrait être rapidement extradé vers la France. Mais comme une extradition peut prendre quelques semaines, il pourrait être envisagé une autre procédure appelée remise, plus rapide. L'avocat du terroriste présumé a d'ores et déjà affirmé que Salah Abdeslam refusera son extradition. L'homme a été arrêté vendredi dans la commune bruxelloise de Molenbeek. Dans l'assaut, il a été légèrement blessé à la jambe. Salah Abdeslam a sans doute passé ses 4 mois de cavale dans ce quartier dont étaient originaires plusieurs djihadistes des attentats de Paris.
Et puis ce drame aérien en Russie, un Boeing 737 de la compagnie Fly Dubai s'est écrasé dans le sud du pays. Le bilan est lourd, 62 morts, tous des citoyens russes. L'appareil s'est crashé à une centaine de mètres de la piste d'atterrissage à sa deuxième tentative. Les conditions météo étaient mauvaises. Erreur humaine ou défaillance technique, les enquêteurs s'interrogent. Une erreur de pilotage ou une défaillance technique, ce sont les deux causes les plus probables du crash de l'avion qui a fait 62 morts cette nuit dans le sud de la Russie. Le comité d'enquête russe planche sur ces deux hypothèses pour expliquer pourquoi le Boeing 737 de la compagnie low cost Fly Dubai s'est abîmé alors qu'il s'apprêtait à atterrir dans le sud de la Russie, à Rostov-sur-le-Don. Écoutez Vladimir Pouchkov du comité d'enquête. Nous poursuivons les opérations de recherche et de secours. Il s'agit d'un travail complexe sur le site de l'accident. Tous les spécialistes sont au travail. Il y a un contrôle strict et un travail rigoureux sur tous les objectifs. Selon les autorités russes, l'avion est tombé à une centaine de mètres de la piste lors d'une deuxième tentative d'atterrissage dans des conditions de pluie et de vent très forts. Tous les passagers de l'appareil étaient des citoyens russes. Aux États-Unis, la montée en puissance de Donald Trump dans la primaire républicaine exacerbe les passions. Le candidat a le vent en poupe et se dirige tout droit vers l'investiture. Mais sa rhétorique xénophobe inquiète et divise. Hier, des manifestants anti-Trump ont fait face à la police en marge d'un meeting à Salt Lake City. Donald Trump désormais sème la zizanie partout où il passe. Le candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle était en meeting hier soir à Salt Lake City en Utah et des heurts ont eu lieu entre police et manifestants hostiles aux milliardaires. Ces gens ne supportent plus la rhétorique xénophobe et haineuse de Donald Trump et veulent stopper son ascension. Construisons un mur autour de Trump et faisons-le lui payer. C'est ce que l'on pouvait lire sur l'un des panneaux de la manifestation. Trump continue donc de diviser. Ce vendredi, c'est le républicain Mitt Romney qui a déclaré qu'il voterait lors de la convention de juillet pour l'un des deux autres candidats, Ted Cruz. Donald Trump a répondu que le candidat à la Maison-Blanche de 2012 n'avait rien compris. À présent, la revue de presse des hebdos. Au menu, des députés qui piquent un petit somme à l'hémicycle, l'attaque terroriste de Grand Bassam et les élections municipales. Lecture croisée avec Abdoul Rasmane Zongo. Un député a-t-il le droit de sommeiller à l'Assemblée nationale? En tous les cas, c'est un cas dont il faut s'occuper et l'Observateur du dimanche dénonce ces députés pionceurs. En effet, l'hebdomadaire dominical l'a surpris, je cite, des parlementaires dans les bras de Morphée, certains vont jusqu'à se comporter curieusement comme des Messi ou des Ronaldo du Scrabble quand ils ne sont pas simplement en train de naviguer sur Facebook. Le confrère député somme ces députés sommeillant d'éviter, je cite, certaines postures en public, surtout pendant les travaux, et cela par respect pour la mère patrie. Attaque terroriste à Grand Bassam, Gigi épouse l'adage selon lequel chacun à son tour et affirme « Les terroristes sont dans la logique du, je cite, aucun pays n'y échappera ». En revanche, le journal invite les Africains à une synergie des énergies pour bouter cette gangrène qu'est le terrorisme. L'hebdo satirique revient sur la polémique d'avant municipal 2016 et s'exclame « Et ce qui devait arriver au MPP arriva », allusion faite au partage du gâteau, plus exactement au guéguerre suscité par l'établissement des dossiers de candidature. Là-dessus aussi, l'opinion se fait une opinion et martèle. Le MPP dans la tourmente des listes. L'hebdo se fait également l'écho du chaos dans lequel Zida semble plonger, affaire de deal de parcelles par exemple, où une mise en accusation de Zida s'impose, exige l'opinion. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina.